Monsieur, ils ont empoisonné votre nourriture, dit la pauvre fillette des rues à un PDG millionnaire qui venait d'entrer dans un restaurant de luxe, mais son attitude choqua tout le monde. Un vent froid balayait les Champs-Élysées, charriant les premières feuilles mortes d'un automne qui s'annonçait rigoureux. À travers les grandes vitres d'un des restaurants les plus exclusifs de Paris, la lumière tamisée se mêlait aux reflets dorés des couverts soigneusement disposés sur des nappes immaculées. Le bruit discret des verres entrechoqués, les murmures mesurés d'une clientèle habituée à l'opulence et le parfum délicat des plats servis formaient une atmosphère feutrée, presque irréelle. Julien Moreau franchit le seuil avec la discrétion de ceux qui n'ont plus besoin de prouver leur statut. Grands cheveux châtains impeccablement coiffés en arrière, costume sur mesure gris foncé et une montre suisse dont le simple éclat suffisait à signer l'appartenance à un monde inaccessible. À 43 ans, il dirigeait l'une des plus puissantes entreprises de technologie de France, Tech Global, et son nom circulait souvent entre les murs des ministères et dans les colonnes économiques des journaux de prestige. Réputé pour sa froideur en affaires, sa capacité à trancher sans hésiter, Julien inspirait autant l'admiration que la crainte. Le maître d'hôtel s'inclina légèrement à son approche, puis le conduisit à une table isolée près d'une grande baie vitrée donnant sur l'avenue illuminée. Julien s'assit sans dire un mot, posant son téléphone sur la table qu'il consulta brièvement avant de le verrouiller. Ce dîner n'avait rien de social. Il venait de sortir d'une réunion tendue avec le ministre de l'économie et avait décidé de s'accorder un moment seul, loin des conflits d'actionnaires, des ingénieurs en panique et des marchés instables. Le sommelier s'approcha, lui proposant une carte des vins que Julien repoussa poliment. Il préférait rester lucide ce soir. Le serveur suivant lui présenta le menu avec une révérence presque chorégraphiée. Julien commanda d'un ton neutre, carpaccio de Saint-Jacques en entrée, suivi d'un filet de bœuf Rossini. Il n'avait pas faim, mais la mécanique du rituel lui procurait un certain apaisement. Il remercia d'un hochement de tête et s'adossa à la banquette, observant sans vraiment voir les silhouettes élégantes autour de lui. Personne n'osait le fixer, mais chacun l'avait reconnu. Les chuchotements se faisaient discrets, les regards glissés entre deux gorgées de champagne ou derrière un menu brandi comme un écran de fumée. Julien, pourtant, semblait n'y prêter aucune attention. Son esprit, encore accaparé par la réunion, recalculait des probabilités, des stratégies de contournement, des scénarios de fusion ou d'acquisition. Il n'était jamais vraiment présent. Il planait toujours à quelques centimètres au-dessus du monde réel, comme s'il n'y appartenait plus vraiment. Le serveur déposa l'entrée devant lui. Les coquilles Saint-Jacques reposaient sur un lit de betterave en julienne, parsemé de fines herbes et d'un filet d'huile de truffe. Julien remercia d'un signe de tête et s'apprêta à prendre sa première bouchée. C'est alors que la porte du restaurant s'ouvrit brusquement. L'air glacé s'engouffra dans la salle, provoquant un frisson collectif. Une silhouette frêle, presque invisible, se glissa à l'intérieur. Les conversations cessèrent un instant. Une petite fille, vêtue de vêtements sales et trop grands pour elle, s'avançait timidement entre les tables, les yeux grands ouverts, comme si elle cherchait quelqu'un. Ses cheveux bruns formaient des mèches collées par la pluie et la saleté. Ses joues creuses trahissaient une faim ancienne. Un murmure d'indignation parcourut la salle. Le maître d'hôtel échangea un regard inquiet avec les agents de sécurité à l'entrée qui commencèrent à se diriger vers elle. Mais la fillette accéléra soudainement le pas. Elle fendit l'espace entre les tables, évitant d'un bond la main d'un serveur, et en quelques secondes, elle était là, debout, à côté de Julien. Celui-ci leva lentement les yeux vers elle, surpris, presque irrité par cette intrusion. Elle s'approcha encore d'un pas, posa une main sur le bord de la table pour garder l'équilibre, puis se pencha vers lui. Ses yeux, immenses, sombres, plantés dans les siens, ne clignaient pas. « Monsieur » murmura-t-elle avec une urgence glaciale, « ils ont empoisonné votre plat. » La phrase, à peine audible, tomba comme une lame de verre dans le silence du restaurant. Julien resta figé. Autour de lui, les conversations avaient cessé. Les clients regardaient, incrédules. Le maître d'hôtel s'avançait déjà, visiblement furieux. Un serveur tenta de saisir la fillette par l'épaule, mais Julien leva la main. Il ne savait pas encore pourquoi, il ne comprenait pas. Mais quelque chose, dans la manière dont elle avait prononcé ces mots, quelque chose dans son regard qui ne tremblait pas, l'avait cloué sur place. Le silence se fit encore plus pesant. Tous attendaient sa réaction.
Et dans ce restaurant de l'élite parisienne, où rien d'imprévu n'arrivait jamais, une fissure venait de s'ouvrir dans le vernis parfait du luxe. Le silence dans le restaurant dura ce qui sembla être une éternité. Les regards se fixaient sur la scène avec une incrédulité mêlée d'irritation. Une enfant manifestement sans abri venait de surgir au beau milieu du luxe parisien pour souffler une phrase aussi invraisemblable qu'effrayante à l'un des hommes les plus puissants de France. Et pas à n'importe quel moment, au moment exact où son plat venait d'être servi. Certains clients détournèrent le regard avec mépris, d'autres affichaient un sourire gêné. Les conversations, lorsqu'elles reprirent, furent ponctuées de murmures et de jugements à demi-mot. Julien, lui, ne disait rien. Son regard demeurait ancré dans celui de la petite fille, comme s'il cherchait à y déceler un indice, une intention. Elle avait les traits tirés, la peau pâle sous la crasse, et des cernes profonds qui contrastaient avec l'intensité presque violente de ses yeux. Elle ne paraissait pas avoir plus de 8 ans. Pourtant, elle ne tremblait pas. Elle ne suppliait pas. Elle venait d'émettre une alerte de mort, comme on énoncerait une évidence. « Monsieur Moreau, je suis désolé pour cet incident. Elle ne devrait pas être ici. Laissez-nous nous en occuper immédiatement », déclara le maître d'hôtel avec un ton sec, tendant la main vers la fillette sans la toucher encore, comme s'il redoutait de se salir. Julien sortit lentement de sa torpeur, se redressa légèrement et posa une main sur le dossier de sa chaise. Il n'avait pas prononcé un mot, mais son geste suffit à figer le personnel. D'un ton calme, presque détaché, il demanda « Comment t'appelles-tu » La petite hésita, lança un regard vers les agents de sécurité qui s'approchaient, puis répondit d'une voix à peine plus haute que celle d'un souffle « Élodie ». Julien hocha la tête, comme pour confirmer mentalement qu'il enregistrait ce prénom. Il tourna ensuite son regard vers le maître d'hôtel et les 2 hommes de la sécurité, désormais à moins de 2 mètres. « Laissez-la ». Le ton n'admettait aucune réplique. Le maître d'hôtel écarquilla les yeux, surpris, mais obéit. Les clients, eux, redoublèrent de chuchotements. Une femme élégante à la table voisine leva ostensiblement son sac pour éviter qu'il touche la fillette. Un homme d'affaires plus âgé se pencha vers son invité et murmura quelque chose en plissant les yeux vers Julien, visiblement convaincu que le PDG avait perdu la raison. Mais Julien ignorait les réactions. Il fit un geste au serveur qui attendait, pétrifié. « Apportez-lui une assiette. Elle mangera avec moi. » Il y eut un flottement. Personne ne savait comment réagir. Le serveur tourna les talons sans dire un mot, tandis qu'Élodie s'assit lentement, comme si elle craignait qu'on la chasse à tout moment. Ses pieds ne touchaient pas le sol. Elle serrait les mains sur ses genoux, droite comme un fil tendu. Julien reprit sa fourchette, la fit tourner entre ses doigts, puis se pencha légèrement vers elle. « Pourquoi dis-tu que ma nourriture a été empoisonnée ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Elle regardait autour d'elle, visiblement mal à l'aise dans cet environnement où chaque détail criait l'opulence. Puis, d'un ton neutre, elle dit « J'ai entendu 2 hommes parler derrière le restaurant. Ils disaient qu'il ne fallait pas se tromper de table, qu'il fallait que le type de Tech Global mange le plat. » Julien fronça les sourcils. Il ne s'attendait pas à une réponse si claire. Il resta silencieux un instant, évaluant la situation. La logique lui soufflait qu'il était face à une enfant peut-être dérangée ou manipulée. Mais quelque chose, un détail infime, une note invisible dans la voix de la petite, éveillait en lui une inquiétude sourde. Il la regarda à nouveau. Elle semblait sincère, trop calme pour mentir, trop jeune pour comprendre pleinement les conséquences de ce qu'elle venait de dire. Le serveur revint avec une assiette propre, visiblement hésitant. Julien lui indiqua de servir le même plat que le sien. Le serveur obéit, déposant les mets devant Élodie qui, malgré sa faim visible, n'y toucha pas. Julien piqua un petit morceau du sien, porta la fourchette à son nez, inspira. Rien d'anormal. Il goûta. Le goût était identique à chaque autre fois. Le même assaisonnement, la même texture. Il avala lentement en scrutant Élodie du coin de l'œil. Elle le regardait faire, sans expression. 5 secondes passèrent. 10. Il sentit une légère brûlure au fond de la gorge. Rien de violent, juste une gêne. Puis une chaleur étrange se propagea dans son estomac. Sa vue devint floue. Il recula légèrement, déposa sa fourchette avec précaution. Son cœur accéléra brutalement, comme s'il venait de courir sur plusieurs étages. Une goutte de sueur perla à sa tempe. Il tenta de parler, mais sa bouche était sèche. Les sons sortaient confus. La douleur monta, diffuse mais certaine, et tout à coup,
Le silence pesant fut brisé par le fracas de son verre tombant au sol. Julien tenta de se lever, mais ses jambes cédèrent sous lui. Les voix autour s'élevèrent de soudain, paniquées. Des cris fusèrent. Une cliente hurla. Un serveur lâcha un plateau. Le maître d'hôtel ordonnait qu'on appelle une ambulance. Julien glissa de sa chaise, tomba lourdement sur le sol. Il entendit encore Élodie crier son nom, ou peut-être un mot qu'il ne comprit pas. Puis, tout devint noir. La scène vira au chaos en quelques secondes. Des clients quittèrent leur table, certains prirent des photos, d'autres filmèrent. Un médecin en civil tenta les premiers gestes. Les sirènes se firent entendre au loin. Julien ne bougeait plus. Allongé sur le parquet, dans l'un des endroits les plus prestigieux de la capitale, l'homme qui dirigeait une des plus grandes fortunes de France gisait, inconscient, victime d'un geste que personne n'avait su anticiper, sauf une enfant aux vêtements déchirés et au regard de vérité. Le son aigu d'un moniteur cardiaque résonnait faiblement dans la pièce, rythmant l'attente pesante qui suivit l'agitation de la nuit. Julien ouvrit les yeux lentement. La lumière blanche et douce du plafond, les murs stériles, l'odeur d'antiseptique. Il était dans une chambre d'hôpital. Une perfusion descendait goutte à goutte dans sa veine et une infirmière, assise près de la porte, leva immédiatement les yeux vers lui, en remarquant qu'il reprenait conscience. « Monsieur Moreau, vous m'entendez » Julien cligna des yeux, confus. Il tenta de parler, mais sa gorge était sèche. L'infirmière appela rapidement un médecin qui entra quelques secondes plus tard, consultait déjà les relevés biométriques et ajustait quelques réglages. « Vous avez eu une réaction toxique aiguë », expliqua-t-il sans préambule. « Nous avons identifié des traces d'une substance apparentée à un neurodépresseur rare dans votre sang. Heureusement, la dose ingérée n'était pas létale et vous avez été pris en charge à temps. » Julien ferma les yeux un instant. Tout revint en un éclair. Le restaurant, la petite fille, la bouchée du plat, la sensation étrange, Élodie. Il se redressa légèrement, malgré la douleur sourde dans ses tempes. « La fillette, celle qui m'a prévenu... » Le médecin fronça les sourcils. « Il n'y avait personne avec vous quand les secours sont arrivés. Les témoins parlent bien d'une enfant, mais elle a disparu avant que les policiers ne puissent l'interroger. » Julien, malgré l'engourdissement, sentit une colère froide monter. Une fillette venue de la rue, entrée dans un restaurant réservé à l'élite, avait annoncé un empoisonnement quelques secondes avant qu'il ne soit terrassé par la douleur, et personne ne l'avait retenu. Il porta la main à son front, se forçant à faire abstraction de l'absurdité de la situation. La presse s'était déjà emparée de l'affaire. Sur l'écran muet d'un téléviseur accroché au mur, les chaînes d'information défilaient des images du restaurant avec, en bandeau, le PDG de Tech Global victime d'un empoisonnement. L'enquête débute. Il détourna le regard. La tempête médiatique ne faisait que commencer. Quelques heures plus tard, 2 officiers de police entrèrent dans la chambre. Ils se présentèrent rapidement, posèrent des questions précises, presque mécaniques. Julien raconta tout. La fillette, ses mots exacts, sa tenue, son regard. Les policiers prenaient note, mais l'un d'eux, manifestement sceptique, finit par lâcher. « Monsieur Moreau, pardonnez-moi, mais vous êtes sûr de ce que vous avez entendu. Une enfant entre dans un des restaurants les plus sécurisés de Paris, devine qu'un plat est empoisonné, vous prévient et disparaît ensuite sans que personne ne sache qui elle est ?» Julien soutint son regard sans ciller. Elle ne l'a pas deviné. Elle savait. Et je suis vivant parce qu'elle a parlé. Les policiers échangèrent un regard discret, puis promirent de vérifier les caméras de sécurité. Julien savait déjà qu'elles ne montreraient probablement rien d'utile. Entre les angles morts, les mauvaises qualités d'image et le chaos déclenché après sa chute, retrouver une enfant qui vivait probablement dans l'anonymat absolu ne serait pas chose aisée. Le lendemain, le directeur du restaurant en personne se présenta à l'hôpital, accompagné de son avocat. Julien accepta de le recevoir par curiosité, bien que la fatigue alourdissait chacun de ses gestes. L'homme, visiblement nerveux, multiplia les excuses, insista sur l'historique impeccable de l'établissement, évoqua une possible tentative d'atteinte à la réputation du lieu, voire un acte prémédité extérieur au personnel. « Nous avons lancé un audit interne immédiat », affirma-t-il. « Mais je vous assure, monsieur Moreau, qu'il est impossible que cela vienne de chez nous. » « Impossible ?» Julien, toujours aussi calme, l'observa longuement avant de répondre. « Et pourtant, c'est arrivé. Et si cet enfant n'avait pas parlé, je serais peut-être mort. »
Le directeur s'en alla avec un visage blême, visiblement conscient que son avenir professionnel dépendait de ce que Julien déciderait de faire publiquement. Mais le PDG n'avait aucune intention de transformer cette affaire en vendetta contre le restaurant. Ce n'était pas un accident de cuisine. Quelqu'un avait tenté de le tuer. Le lieu n'était qu'un vecteur. Restait à savoir pourquoi. Et surtout, pourquoi Élodie? Pourquoi lui avoir parlé? Comment avait-elle su? Ces questions l'obsédèrent davantage que sa propre guérison. Il n'arrivait pas à effacer l'image de ses yeux, fixes, calmes, lourds de quelque chose qu'aucun enfant ne devrait porter. Les jours suivants, Julien reçut la visite de plusieurs proches collaborateurs de Tech Global. Tous affichaient la même mine faussement attristée, les mêmes paroles de soutien, les mêmes suggestions implicites de repos prolongé. Ils voyaient clair dans leur jeu. Ils savaient que derrière leur sourire se cachaient des agendas impatients. Chaque jour qu'ils passaient à l'hôpital était une opportunité pour ses rivaux d'avancer leurs pions. Il enregistrait mentalement les noms, les mots, les intonations. Mais toujours, une pensée revenait en boucle. Élodie. Qui était-elle? D'où venait-elle? Pourquoi s'était-elle trouvée là, à cet instant précis? Était-ce un hasard? Une manipulation? Ou bien une vérité nue surgie des ombres de Paris? Julien, pour la première fois depuis longtemps, n'avait pas de réponse. Et cette ignorance le rendait fou. Le matin était gris, noyé dans une brume froide qui couvrait les toits de Paris. Julien fixait le plafond de sa chambre d'hôpital depuis plus d'1 heure sans bouger. Il avait passé la nuit à ressasser cette scène qui ne cessait de le hanter. L'arrivée silencieuse d'Élodie, ses mots tranchants, le regard limpide d'une enfant qui, au lieu de mendier ou de fuir la sécurité, avait risqué d'être arrêtée ou pire pour l'avertir. Elle avait vu quelque chose. Elle avait entendu quelque chose, et elle avait agi. Julien en était sûr de façon instinctive, viscérale. Elle n'avait pas menti. Et pourtant, tout autour de lui tendait à faire croire le contraire. Dans les jours qui suivirent, la police poursuivit l'enquête avec lenteur et scepticisme. Les caméras du restaurant ne révélèrent que des images floues de silhouettes indistinctes, des angles mal orientés et beaucoup de confusion. On voyait bien Julien tomber. On distinguait des clients affolés, mais aucune trace claire d'Élodie n'avait été capturée. Son existence devenait presque une abstraction, un détail étrange dans une affaire déjà complexe. Les enquêteurs semblaient soulagés à l'idée de pouvoir considérer l'hypothèse d'un malaise ou d'une intoxication accidentelle, plutôt que de devoir creuser un possible attentat ciblé. Mais Julien n'oubliait rien. Il sortit de l'hôpital contre avis médical, encore faible mais déterminé. Il retourna brièvement chez lui, dans son appartement minimaliste du 16e arrondissement, où les murs gris et les meubles design ne lui apportaient aucun réconfort. Il resta là quelques heures, devant une tasse de café refroidi, jusqu'à ce qu'une idée s'impose en lui avec une clarté déconcertante. Il ne pouvait pas rester à attendre. Il devait comprendre. Et pour cela, il devait retrouver la seule personne qui savait vraiment ce qui s'était passé ce soir-là. Le lendemain, vêtu simplement et sans escorte, Julien retourna au restaurant, cette fois en plein après-midi. Il voulait voir les lieux dans la lumière du jour, observer ce que personne ne voyait d'habitude. Il marcha autour du bâtiment, longea les ruelles étroites à l'arrière, observa les conteneurs, les grilles, les recoins sales que les habitués ne soupçonnaient même pas. C'est là qu'Élodie avait prétendu entendre une conversation. Cela ne semblait pas impossible. À quelques mètres de l'arrière-cour, on distinguait la bouche d'une ruelle que les livreurs utilisaient régulièrement, un endroit presque toujours vide, mais pas inaccessible. Julien passa plusieurs heures à observer le balai discret des employés, les entrées et sorties, les pauses cigarettes, les livraisons. Il ne chercha pas à interroger qui que ce soit, se contentant de tout noter mentalement. Les visages, les habitudes, les horaires. C'était méthodique, presque clinique. Une part de lui, celle du stratège d'entreprise, s'activait à pleine capacité. Mais une autre part, plus fragile, plus humaine, n'attendait qu'une chose, une trace de la petite fille. Et cette trace n'apparut pas. Frustré, il s'assit finalement sur un banc de pierre à proximité, les mains jointes, fixant le sol. Il réfléchissait à ses options lorsque son téléphone vibra. C'était Alice, son assistante de confiance qui insistait depuis des jours pour qu'il reprenne contact avec la direction de Tech Global. Il y a une réunion du conseil lundi. Ils attendent votre décision sur la fusion avec le groupe danois. Vous ne pouvez pas rester silencieux. Julien répondit à peine.
Son esprit était ailleurs. Après avoir raccroché, il fit ce qu'il ne faisait jamais. Il marcha au hasard, sans but précis. Il déambula dans les rues du Marais, puis descendit vers la Bastille, traversa les quais. Il ne cherchait pas une destination, mais un signe. Il avait entendu parler de certains lieux où les enfants des rues se regroupaient, où des associations tentaient, tant bien que mal, de leur apporter un minimum de dignité. Mais il n'avait aucun point de départ concret. Le hasard, ou peut-être quelque chose de plus profond, le mena ce soir-là à un petit centre d'accueil non loin de la place de la République. Il entra, hésitant, se présentant comme un simple citoyen intéressé par le travail de l'organisation. Une femme aux cheveux grisonnants, vêtue d'un pull élimé, lui adressa un sourire fatigué mais sincère. Elle lui expliqua brièvement les missions de l'association: repas chauds, assistance administrative, soins médicaux d'urgence et surtout un peu d'écoute. Julien proposa de faire un don. Elle accepta poliment, mais ce fut son regard qui trahit une surprise. Ce grand homme en manteau sobre, au regard si tendu, n'était pas venu seulement par philanthropie. Il cherchait quelque chose, ou quelqu'un. Il revint le lendemain, puis le surlendemain. Il observa les enfants, jeunes et adolescents, certains fermés comme des coquillages, d'autres plus bruyants, riant malgré la crasse et le froid. Il montra discrètement une photo qu'il avait esquissée avec un logiciel, une représentation approximative d'Élodie aux bénévoles, aux travailleurs sociaux, aux autres enfants. La plupart haussaient les épaules. Quelques-uns prétendaient l'avoir vue, d'autres non. Les réponses étaient floues, contradictoires. Et pourtant, il continuait. Chaque soir, il reprenait son parcours, explorant les ponts, les parcs, les bouches de métro. Il parlait peu, observait beaucoup. Ce n'était plus de la curiosité. C'était une nécessité. Julien, l'homme de chiffres et de décision, se découvrait lentement une obsession. Il ne pouvait pas revenir à sa vie d'avant sans avoir compris, sans lui avoir reparlé, sans lui avoir dit merci. Les jours passaient, froids, sombres, pareils. Mais Julien ne se lassait pas. Quelque chose en lui avait changé. Une brèche s'était ouverte, et il n'avait pas l'intention de la refermer avant d'avoir retrouvé Élodie. Le matin se levait sur Paris, enveloppant les rues d'un voile gris pâle, comme si la ville elle-même hésitait à commencer une nouvelle journée. Julien se tenait immobile, appuyé contre la rambarde métallique du pont de la rue de Crimée, les yeux fixés sur l'eau calme du canal. Son manteau ne suffisait pas à chasser le froid mordant qui lui engourdissait les mains, mais il ne semblait pas y prêter attention. Il avait passé la nuit à marcher, incapable de dormir, incapable surtout d'ignorer la question qui le rongeait depuis sa sortie de l'hôpital. Pourquoi lui? Pourquoi cette fillette surgie de nulle part avait-elle choisi de le prévenir, lui et pas un autre? Depuis une semaine, Julien vivait dans une zone floue entre l'obsession et l'instinct. Il ne parlait plus à ses conseillers, il ne répondait plus aux appels de Tech Global, et il refusait systématiquement toute invitation à s'exprimer publiquement sur l'incident du restaurant. La presse spéculait, les actionnaires s'inquiétaient, mais Julien, lui, poursuivait une vérité que personne ne semblait vouloir comprendre. Il savait au plus profond de lui que ce qui s'était passé n'était pas une simple tentative d'empoisonnement. Ce n'était pas un acte isolé. Il y avait une intention, une main derrière le geste, et cet enfant détenait la clé. Le rapport médical qu'il avait reçu quelques jours après son hospitalisation confirmait ce que le médecin avait dit. Une dose contrôlée d'un neurotoxique rare, introduite très probablement après la cuisson du plat. Une substance difficile à détecter, lentement absorbée, conçue pour simuler un malaise ou une crise cardiaque, sans laisser de traces flagrantes. Le genre de poison qu'on n'utilise pas à la légère, le genre de poison qu'on utilise pour éliminer un obstacle, pas pour envoyer un message. Julien n'avait partagé ces informations avec personne, pas même avec la police. Il n'avait plus confiance en rien, pas après avoir vu l'indifférence avec laquelle les enquêteurs avaient balayé les détails les plus importants. Ils avaient catégorisé l'affaire comme une agression isolée, faute de preuves, et s'étaient repliés derrière le manque de témoins fiables. Et surtout, ils avaient déjà cessé de chercher la fillette. Aux yeux de l'enquête officielle, elle n'était qu'un élément secondaire, une apparition confuse dans un contexte tendu. Mais pour Julien, elle était tout. Chaque soir, il retournait dans les mêmes quartiers, élargissant son rayon de recherche, interrogeant discrètement ceux qui vivaient dans l'ombre. Il avait appris à observer autrement,
Les bancs où certains enfants dormaient, les distributeurs automatiques qu'ils fréquentaient, les bâtiments abandonnés ou des couvertures trahissaient une présence humaine. Il avait même commencé à comprendre leur code, leurs signes invisibles laissés à la craie sur les murs ou les trottoirs pour indiquer les dangers, les lieux sûrs ou les ressources. Et c'est au cours de l'une de ces errances nocturnes qu'il croisa enfin un visage qui le fit s'arrêter. Une fillette, plus jeune encore qu'Élodie, assise sur un carton près d'un conteneur. Elle le regardait avec une méfiance intense, ses petits doigts serrés autour d'une peluche sale. Julien s'accroupit lentement, sortit de sa poche une photo générée par intelligence artificielle d'Élodie, légèrement retouchée pour correspondre à ce qu'il avait mémorisé. Il la montra sans un mot. L'enfant plissa les yeux, puis secoua lentement la tête. Mais juste avant de détourner le regard, un détail dans ses yeux trahit quelque chose. Julien le perçut immédiatement. « Tu l'as déjà vu » murmura-t-il. La petite ne répondit pas, mais son silence suffisait. Julien la remercia doucement, laissa derrière lui un billet roulé discrètement et repartit avec une piste, une étincelle. Il retourna plusieurs fois à cet endroit, chaque jour à une heure différente, laissant parfois un fruit, parfois un dessin, parfois rien. Il savait qu'il avançait dans un monde où la méfiance était une condition de survie. Il fallait du temps, de la patience et surtout de la constance. Élodie ne réapparaîtrait que si elle le décidait. Et puis, au 8e jour, dans l'ombre d'une arcade sous une passerelle du canal Saint-Martin, il la vit. Elle était recroquevillée contre un mur tagué, enveloppée dans un manteau bien trop grand, les yeux à demi clos. Elle n'avait pas bougé quand il s'était approché. Elle semblait l'attendre. Julien s'agenouilla lentement à sa hauteur. Elle ouvrit les yeux, le regarda sans surprise. « Tu m'as trouvé », dit-elle simplement. Il ne répondit pas. Il resta là, à l'observer. Il ne savait pas quoi dire. Toutes les questions qu'il avait préparées se dissolvaient dans le silence. « Pourquoi tu m'as cherché ?» demanda-t-elle après un long moment. « Parce que tu m'as sauvé, et parce que je ne comprends pas pourquoi. » Elle hocha les épaules comme si la question n'avait pas d'importance. Puis elle murmura, « Parce que j'ai entendu ce qu'il disait. 2 hommes, ils parlèrent de toi. Ils disaient qu'il fallait que le patron de Tech Global y passe. Je ne savais pas qui t'étais, mais j'ai compris que c'était toi quand ils ont servi ton plat. Ils l'ont dit. » Julien sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était pas une histoire inventée. Elle ne savait rien de lui. Elle n'aurait jamais pu inventer ces détails. « Tu te souviens à quoi il ressemblait ?» Elle secoua la tête. « Il faisait sombre, et j'étais caché. Mais l'un d'eux avait une montre qui brillait, et il a dit un nom que je n'ai pas retenu. Marc ou Marc quelque chose. » Julien se redressa lentement, le cœur battant. Ce nom, il le connaissait trop bien. Mais plus que la révélation, c'était la présence d'Élodie, sa voix, sa lucidité, qui le bouleversait. Elle n'avait rien demandé en retour. Elle n'avait pas essayé de marchander son aide. Elle l'avait simplement sauvé puis disparu. Et maintenant qu'il l'avait retrouvée, une nouvelle question s'imposait. Qu'allait-il faire d'elle? Julien retourna chez lui cette nuit-là avec une sensation que ni les jours d'hôpital ni les nuits de recherche n'avaient encore réussi à provoquer. Une certitude brutale. Le nom murmuré par Élodie avait réveillé quelque chose qu'il s'efforçait depuis longtemps de ne pas voir. Une vérité qu'il avait enfouie sous les chiffres, les réunions, les investissements. Marc, un prénom banal, s'il n'avait pas été celui de Marc Delon, son associé, cofondateur de Tech Global, et l'un des hommes les plus influents de son entourage depuis plus de 15 ans. Assis dans le noir de son bureau, Julien rassembla mentalement les pièces du puzzle. Marc et lui avaient tout bâti ensemble, d'une start-up dans une cave à une multinationale cotée en bourse. Ils avaient à partager les réussites, surmonter les crises, célébrer les victoires. Mais depuis quelques mois, il y avait eu des tensions, des désaccords stratégiques. Marc voulait fusionner avec un conglomérat danois, Julien s'y opposait. Il voyait dans cette manœuvre une dilution de leur autonomie, un piège économique camouflé en expansion. Et Marc, visiblement, ne supportait plus de voir ses ambitions contrariées. Julien n'avait pas voulu y croire. Il avait toujours pensé que Marc était un joueur, un manipulateur peut-être, mais pas un meurtrier. Et pourtant, l'histoire racontée par Élodie résonnait avec une cohérence glaciale. 2 hommes, une cible précise, un contexte parfait pour un acte invisible, un dîner post-réunion, dans un lieu public, entouré de témoins et de distractions.
Si Julien était mort ce soir-là, l'affaire aurait été classée comme un malaise soudain, un drame personnel. Marc aurait pleuré publiquement, puis pris le contrôle de l'entreprise avec le soutien d'un conseil d'administration déjà travaillé dans l'ombre. Mais Élodie avait tout dévié, et son simple geste imprévu, spontané, avait fait s'écrouler un plan sans doute élaboré depuis des mois. Julien comprit alors que sa survie tenait à une décision qui n'avait rien de logique, celle d'avoir écouté une enfant inconnue dans un monde où personne ne l'aurait cru. Dès le lendemain, il réintégra les bureaux de Tech Global. Son retour fit l'effet d'un choc. Les employés, surpris de le voir si tôt debout après un incident aussi grave, murmurèrent dans les couloirs, hésitant entre admiration et soupçon. Julien ne donna aucune explication. Il traversa les étages avec le calme glacial qui le caractérisait, mais ses yeux étaient en alerte permanente. Il voulait observer, sentir les réactions, noter les alliances visibles et invisibles. Il convoqua une série de réunions internes, toutes anodines en apparence. Il discuta des projets en cours, feignit une certaine faiblesse, comme s'il n'était pas encore totalement rétabli. Il laissa volontairement filtrer des signaux de lassitude, d'indécision. Il voulait voir qui bougerait, qui chercherait à occuper le vide qu'il prétendait laisser. Et surtout, il observa Marc. Son associé joua le jeu à la perfection. Il se montra chaleureux, attentionné, presque affectueux. Il répéta que la santé de Julien passait avant tout, qu'il fallait envisager une transition douce s'il voulait ralentir. Mais derrière chaque sourire, Julien percevait la tension dans les épaules, l'impatience dans le ton, le calcul dans les regards. Il n'avait plus aucun doute. Marc était derrière l'empoisonnement, restait à le prouver. Julien engagea alors une démarche parallèle. Il contacta discrètement une ancienne journaliste d'investigation, désormais à son compte, qu'il connaissait de longue date, Camille Renaud. Il lui donna peu de détails, mais assez pour éveiller son intérêt. Il voulait qu'elle enquête sur certains mouvements financiers récents autour de Tech Global, des transferts inhabituels, des sociétés écrans, des rencontres privées entre Marc et des investisseurs étrangers. Pendant ce temps, Julien protégeait Élodie à distance. Il avait confié la petite à une amie d'enfance, Claire, une médecin urgentiste qui vivait seule dans un appartement discret du 10e arrondissement. Claire, bien qu'initialement réticente, avait accepté de prendre soin d'Élodie sans poser de questions. Elle comprit rapidement que cet enfant n'était pas une affaire sociale comme les autres. Julien passait tous les soirs après le travail pour lui parler, lui apporter des livres, des vêtements, de la nourriture. Élodie ne disait pas grand-chose. Elle semblait toujours sur le point de s'enfuir, mais elle restait. Un soir, alors qu'il lui racontait une anecdote de son enfance, elle l'interrompit soudainement. « Tu crois que quelqu'un d'autre comme moi aurait pu le faire? Sauver quelqu'un ?» Julien prit une seconde pour répondre. « Je crois que très peu de gens auraient eu ton courage, surtout dans ta situation. » Elle hocha lentement la tête, comme si elle n'était pas sûre de mériter ce compliment. Puis elle ajouta « Tu crois que je vais devoir partir bientôt ?» Julien sentit un pincement au cœur. Il ne savait pas encore ce qu'il ferait. Il n'avait jamais prévu d'intégrer une enfant dans sa vie, encore moins dans un contexte aussi dangereux. Mais une chose était certaine, il ne laisserait pas Élodie retourner à la rue. Quelques jours plus tard, Camille lui envoya un message codé. Elle avait trouvé quelque chose, une série de virements d'une société danoise, camouflés derrière une fondation caritative vers un compte offshore lié indirectement à Marc. Le lien était ténu, mais réel. Et plus inquiétant encore, un contrat d'assurance vie venait d'être modifié au profit d'une société liée au même réseau. Si Julien était mort, cette entité aurait récupéré un montant astronomique. Le piège était clair, Lapin aussi. Julien comprit qu'il ne pouvait plus reculer. Il devait jouer son rôle jusqu'au bout, simuler la faiblesse, pousser Marc à commettre une erreur. Il allait lui tendre un piège dans l'enceinte même du conseil d'administration. Et il ne serait pas seul. Élodie ne serait plus un fantôme. Elle deviendrait sans le savoir l'élément qui allait tout faire basculer. Le ciel était bas sur Paris ce matin-là, comme s'il pesait lui aussi sur les épaules de Julien Moreau. Dans son bureau baigné de lumière grise, il relisait pour la 3e fois le rapport de Camille Renaud. Chaque mot confirmait ses soupçons. Chaque détail révélait l'étendue de la trahison. Marc Delon n'était pas simplement un associé ambitieux. Il était devenu un ennemi patient, méthodique, dangereux. Le poison n'était pas qu'un outil de mort. C'était un levier pour déclencher une ascension. S'il avait réussi,
Julien aurait disparu dans le silence d'un deuil d'entreprise. Et Marc serait aujourd'hui à la tête de Tech Global, négociant en son nom une fusion bâtarde qu'il préparait depuis des mois. Mais le plan avait échoué. Et tout cela grâce à une voix venue de la rue, celle d'une enfant que personne n'avait jamais regardée. Julien n'avait jamais été un homme sentimental. Il avait bâti son empire en calculant, en anticipant, en sacrifiant. Il n'avait ni le temps ni l'envie de s'attarder sur les émotions. Pourtant, depuis qu'Élodie était entrée dans ce restaurant, quelque chose en lui s'était fissuré. Une faille discrète, d'abord invisible, mais qui s'élargissait jour après jour. Il passait ses nuits à penser à elle, à revoir son visage dans les ombres de la ville, à se demander ce qui l'avait poussé à intervenir. Elle ne lui devait rien. Elle n'avait même pas su qui il était. Et pourtant, elle avait changé sa vie d'un simple murmure. Ce matin-là, Julien prit une décision qu'aucun de ses conseillers n'aurait pu anticiper. Il laissa les documents ouverts sur son bureau, éteignit son téléphone, enfila un manteau simple et partit à pied. Il ne dit rien à Alice, son assistante. Il ne prévint personne. Il savait que s'il voulait retrouver Élodie, il devait le faire seul. Il ne s'agissait pas d'une mission professionnelle, ni même d'un acte de gratitude. C'était une quête personnelle, instinctive, viscérale. Il commença par les lieux qu'il avait déjà explorés vaguement, sans méthode. Cette fois, il prit des notes mentales plus précises, les horaires de passage des associations, les enfants qui restaient aux mêmes endroits, ceux qui disparaissaient d'un jour à l'autre. Il s'assit sur les bancs des parcs, observa les files devant les distributions de repas, marcha dans les ruelles derrière les gares. À chaque fois qu'il croisait un enfant seul, il demandait avec douceur s'il connaissait une fille prénommée Élodie. La plupart détournèrent les yeux. Certains répondaient par un haussement d'épaules, d'autres lui lançaient un regard méfiant. Les jours passèrent ainsi. Julien s'éloignait de plus en plus de son image publique. Il troqua ses costumes pour des vêtements simples, abandonna toute apparence de richesse. Il ne voulait pas effrayer, ni attirer l'attention. Il voulait seulement comprendre ce monde qui lui avait toujours été étranger. Il entra dans des centres d'accueil, se présenta comme volontaire temporaire. Il lava des assiettes, plia des vêtements, distribua du pain. Certains employés le reconnurent, mais il leur fit promettre le silence. Il n'était pas là en tant que PDG, il était là pour chercher une enfant dont la voix lui avait sauvé la vie. Dans un petit centre du 11e arrondissement, il rencontra un éducateur nommé Hamid, un homme d'une quarantaine d'années au regard franc. Hamid connaissait bien les enfants de la rue. Il les appelait par leurs prénoms, connaissait leurs habitudes, leurs blessures. Julien lui parla d'Élodie. Hamid sembla réfléchir longtemps. Élodie, oui, je crois qu'elle venait ici, il y a quelques mois. Silencieuse, observatrice. Elle ne restait jamais longtemps. Elle mangeait vite, disparaissait encore plus vite. Je ne sais pas où elle dort, mais elle n'est pas une inconnue. Julien sentit son cœur s'accélérer. Il avait enfin une confirmation tangible. Élodie existait aux yeux d'un autre adulte. Elle n'était pas un produit de son imagination, ni un ange salvateur sorti d'un conte. Elle était réelle, vivante, quelque part dans cette ville. Il revint chaque jour au centre, espérant la croiser. Hamid le tenait informé, mais Élodie ne revenait pas. Julien décida alors de reprendre ses recherches autour du restaurant, persuadé que ce lieu n'était pas qu'un hasard. Il observa les abords, les rues adjacentes, les passages dérobés entre les immeubles. C'est là, un soir de pluie, qu'il aperçut une silhouette fine courant dans une ruelle, un sac plastique contre la poitrine. Il n'eut pas besoin de voir son visage. Il sut que c'était elle. Il la suivit discrètement, gardant une distance respectueuse. Elle courait vite, avec l'agilité de ceux qui ont grandi à esquiver les dangers. Elle traversa 2 rues, enjamba une barrière et descendit vers le canal Saint-Martin. Là, sous une arche de pont, elle s'arrêta. Elle s'accroupit contre un mur de pierre, sortit une couverture humide, s'enroula dedans et ferma les yeux. Julien s'approcha lentement. À quelques mètres, il s'arrêta. « Élodie », dit-il doucement. Elle sursauta, prête à fuir. Mais quand elle reconnut sa voix, elle s'immobilisa. « Je ne t'ai pas suivi. Je t'ai cherché. » Elle resta silencieuse. « Je voulais te remercier, te parler, te comprendre. » Elle le fixa longuement, puis détourna les yeux. « Les gens comme toi ne parlent pas aux gens comme moi. Je ne suis plus comme avant. » Elle haussa les épaules, sceptique. « Pourquoi tu fais ça ?»
Julien s'assit, sans la forcer à s'approcher. Il regarda l'eau couler lentement sous le pont. « Parce que je te dois la vie. Et parce que je crois que rien de ce que j'ai construit n'a de sens si je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu as fait ce que tu as fait. » Elle le fixa à nouveau, plus longtemps cette fois. « J'ai entendu 2 hommes parler derrière les cuisines. Ils disaient que le type de tech global allait y passer. Je ne savais pas qui tu étais, mais ils ont pointé ta table, et j'ai compris. » Julien sentit sa gorge se nouer. Cette fille, sans domicile, sans repère, avait saisi quelque chose que personne n'avait vu. Elle n'avait pas hésité. Elle avait choisi l'action. Et dans ce choix, elle avait tout bouleversé. Il lui tendit lentement la main. « Viens, tu ne peux pas rester ici. Juste pour une nuit. Je connais quelqu'un de sûr. » Elle hésita, longuement. Puis, à sa propre surprise, elle saisit sa main. Sa paume était froide, rugueuse, petite, mais la force qu'elle contenait valait celle de tout un monde. La nuit avait été glaciale, plus rude que les précédentes, mais dans l'appartement de Claire, une chaleur inattendue régnait. Pas celle des radiateurs ou des lumières tamisées, mais celle, plus subtile, d'une présence humaine sincère. Julien avait amené Élodie jusque-là en silence. Elle n'avait posé aucune question sur l'endroit, ni sur la femme aux cheveux noués qui leur avait ouvert la porte avec un regard mêlant surprise et résignation. Claire connaissait Julien depuis assez longtemps pour ne pas s'étonner de ses gestes imprévus. Elle leur avait préparé un thé, déposé une assiette avec du pain et du fromage sur la table basse, puis était repartie dans sa chambre, laissant les 2 êtres s'apprivoiser sans bruit. Élodie avait mangé avec lenteur, comme si chaque bouchée devait être méritée. Julien, assis à l'autre bout du canapé, l'avait observée avec discrétion. Il n'essayait pas de lui parler. Il savait que les mots venaient après la faim, après la fatigue, après l'instinct de survie. Au matin, elle dormait encore, recroquevillée sur un lit d'appoint que Claire avait installé dans le coin du salon. Julien, lui, feuilletait un dossier de tech global sur la table, sans vraiment le lire. Son esprit restait absorbé par la silhouette fragile de la fillette. Il savait qu'elle ne lui devait rien. Il savait aussi qu'elle pouvait disparaître à tout moment, sans prévenir. Mais pour une raison qu'il n'arrivait pas à nommer, il ne pouvait pas la laisser repartir. Lorsqu'elle se réveilla, elle resta allongée longtemps sans parler. Puis, d'une voix éraillée, elle demanda simplement « Pourquoi tu t'intéresses à moi ?» Julien leva les yeux. Il posa le dossier et s'approcha. « Parce que tu m'as sauvé, et parce que je crois que personne ne s'est jamais vraiment intéressé à toi, alors que tu en vaux la peine. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle semblait peser chaque mot, chaque réaction. Enfin, elle se redressa sur le lit, tirant les couvertures autour d'elle. « Tu crois ça parce que t'es vivant grâce à moi, pas parce que je suis spécial. Peut-être que c'est lié, mais ce n'est pas la seule raison. » Elle tourna le regard vers la fenêtre comme pour éviter de croiser ses yeux. Puis, à voix basse, elle commença à parler. Ce qu'elle révéla, Julien n'aurait jamais pu le deviner. Élodie n'était pas née dans la rue. Elle avait connu, autrefois, une sorte de foyer. Pas un vrai foyer chaleureux, mais un orphelinat de la banlieue nord, où elle avait vécu jusqu'à ses 6 ans. Elle se souvenait de quelques détails. Une cour en béton, des lits superposés, une éducatrice au sourire rare mais sincère. Puis un jour, le centre avait fermé. Manque de financement, disait-on. Les enfants avaient été dispatchés. Certains placés, d'autres rendus à la rue. Elle n'avait jamais revu personne. Je suis resté dans la rue depuis, parfois avec d'autres, mais ça ne dure jamais. Julien écoutait sans interrompre. Chaque mot était une pierre de plus dans une réalité qu'il avait toujours ignorée. Mais un détail dans son récit attira son attention. Cet orphelinat, tu te souviens du nom ? Elle hocha la tête, hésitante. Maison Saint-Clément. C'était écrit en lettres bleues sur le mur à l'entrée. Julien sentit un frisson remonter le long de sa nuque. Ce nom réveillait un souvenir enfoui, un document lu il y avait des années, un article d'archives qu'il avait consulté un jour de pluie, sans y prêter attention. Il se leva, saisit son ordinateur portable et commença à chercher. Quelques minutes plus tard, il retrouva ce qu'il cherchait. Un rapport d'activité d'une fondation ancienne, créée par sa propre mère, décédée depuis plus de 10 ans. La Maison Saint-Clément avait été l'un des premiers établissements financés par cette fondation. Sa mère, engagée discrètement dans plusieurs actions sociales, y avait investi une part importante de sa fortune personnelle.
Julien, à l'époque, n'y avait vu qu'une initiative philanthropique de plus. Mais en lisant à nouveau les lignes, en croisant les dates, en regardant le nom du directeur, il comprit. Élodie avait vécu, enfant, dans un lieu que sa mère avait contribué à créer. Leur lien ne datait pas de cette nuit dans le restaurant. Il était bien plus ancien. Ils avaient été connectés bien avant que leurs chemins ne se croisent. Il referma l'ordinateur, encore sous le choc. « Élodie, tu as vécu dans un endroit que ma mère avait aidé à construire. » Elle le regarda, perplexe. « Ta mère ? Oui, elle est morte il y a longtemps. Mais elle soutenait des lieux comme celui-là. C'était important pour elle. Elle ne dit rien. Mais Julien vit dans ses yeux une lueur étrange, une sorte de reconnaissance muette. Ce n'était pas encore de la confiance, mais un pas vers elle. Les jours suivants, Julien chercha à mieux comprendre. Il interrogea d'anciens partenaires de la fondation, consulta des archives, contacta des anciens employés de l'orphelinat. Ce qu'il découvrit ne faisait qu'approfondir le lien invisible qui l'unissait à Élodie. Plusieurs enfants de la maison Saint-Clément avaient disparu des radars après la fermeture. Le manque de suivi, les lacunes administratives et l'indifférence des autorités avaient transformé ces jeunes en fantômes. Elle avait été l'une d'entre eux. Pour Julien, cela changeait tout. Il ne pouvait plus se contenter de la protéger temporairement. Elle représentait désormais bien plus qu'un geste de gratitude. Elle était d'une certaine manière un legs, une continuité inattendue de ce que sa mère avait voulu faire. Et surtout, elle était la seule personne en qui il pouvait encore croire, dans un monde où la trahison semblait omniprésente. Mais cette prise de conscience n'était pas sans danger, car Marc, de son côté, n'avait pas cessé ses manœuvres. Julien le voyait, jour après jour, s'approcher du pouvoir avec un sourire contrôlé, préparant son prochain mouvement. Il savait que l'heure de vérité approchait, et il savait aussi qu'il ne pourrait pas l'affronter seul. Désormais, il devait protéger Élodie d'un monde qu'elle n'avait jamais choisi. Et dans cette guerre silencieuse, elle devenait, sans le savoir, l'élément le plus précieux de sa vie. Les jours s'étaient mis à passer avec une densité étrange, comme si chaque minute portait le poids de souvenirs non vécus. Depuis qu'il avait appris qu'Élodie avait passé une partie de son enfance dans un orphelinat soutenu par sa propre mère, Julien ressentait une sorte de vertige moral. C'était comme si une main invisible avait tissé les fils de cette rencontre longtemps avant qu'elle ne survienne. Une boucle souterraine du destin, discrète mais implacable, qui reliait deux existences que tout semblait opposer. Julien ne parlait pas beaucoup de sa mère. Elle était morte depuis plus de 12 ans et leur relation n'avait jamais été simple. Femme discrète, presque effacée en société, elle avait pourtant déployé une énergie silencieuse dans des causes que personne ne remarquait. Foyer pour enfants abandonnés, bourse d'études anonymes, financement pour des structures précaires que les grandes fondations ignoraient. Julien, dans sa jeunesse, avait regardé tout cela avec une forme d'incompréhension distante. Pour lui, les affaires étaient le vrai moteur du monde. L'argent, les technologies, les stratégies. Il avait méprisé en silence la modestie de ses initiatives, préférant les succès visibles aux gestes invisibles. Mais voilà qu'un de ces gestes revenait aujourd'hui bouleverser tout son univers. Il se retrouvait face à une enfant marquée à la fois par la négligence sociale et par l'ombre bienveillante de cette femme qu'il croyait avoir oubliée. Élodie n'était pas une étrangère. Elle était le reflet vivant d'un engagement que Julien avait refusé d'hériter. Et maintenant qu'il en prenait conscience, il sentait en lui quelque chose de profondément déplacé, une forme de culpabilité ancienne, douloureuse, tenace. Il ne dit rien à Élodie tout de suite. Il craignait que cette révélation transforme leur fragile lien en un fardeau. Mais son comportement envers elle changea subtilement. Il devenait plus présent, plus attentif. Il lui lisait des histoires le soir, lui posait des questions sans attendre de réponse immédiate, la laissait lui montrer les dessins qu'elle faisait sur de vieux carnets de notes. Il l'observait rire timidement avec Claire, écouter de la musique qu'elle ne connaissait pas, découvrir le goût du chocolat chaud. Chacun de ces gestes simples devenait une petite victoire contre l'oubli. Pour Élodie, ce changement était palpable. Elle sentait que Julien portait quelque chose qu'il ne disait pas, mais elle n'insistait pas. Elle avait appris depuis longtemps que certaines vérités prennent du temps à se dire et que certains silences contiennent plus d'amour que les mots. Elle ne savait pas encore ce que Julien attendait d'elle, ni ce qu'il représentait vraiment. Elle savait seulement qu'il n'était pas comme les autres, et que, pour une raison qu'elle ne comprenait pas,
Il refusait de la laisser retourner à l'invisibilité. Pendant ce temps, Julien poursuivait son enquête parallèle. Il se faisait passer pour affaibli devant le conseil d'administration, laissait Marc croire qu'il avait l'avantage. Mais en coulisses, il accumulait les preuves. Camille Renaud lui apportait chaque semaine de nouvelles données. Comptes offshore liés indirectement à Marc, rendez-vous dissimulés avec des cadres étrangers, courriels codés récupérés grâce à des anciens collègues des renseignements. Julien avait désormais entre les mains une masse critique d'indices qui, mis bout à bout, formaient une toile compromettante. Mais il ne voulait pas agir trop tôt. Il attendait le moment parfait, celui où Marc serait sûr de son triomphe. Un soir, alors qu'il rentrait d'un rendez-vous confidentiel, Julien trouva Élodie dans le salon penchée sur un vieil album photo qu'il avait laissé traîner par inadvertance. Elle le feuilletait avec curiosité. Lorsqu'il entra, elle leva les yeux vers lui, désignant une photo avec son index. « C'est elle ?» Julien s'approcha. Sur la photo, une femme au regard doux et au sourire discret tenait un petit garçon par la main devant un vieux portail en fer forgé. « Oui, c'est ma mère. » Élodie observa l'image encore un moment. Elle a l'air gentille. Julien s'assit à côté d'elle. Elle l'était. Elle faisait des choses que je ne comprenais pas à l'époque, comme aider des enfants qu'elle ne connaissait pas. Elle ferma l'album puis le regarda droit dans les yeux. « C'est pour ça que tu m'aides ?» Il hésita puis répondit sans détour. « Pas seulement. Mais oui, c'est une partie de la raison. » Elle hocha la tête, sans jugement. « Alors, on est liés depuis avant que je sache que tu existais. »« Oui, on l'est. » Un silence s'installa entre eux. Pas un silence vide, mais un silence dense, chargé d'une émotion difficile à nommer. Julien sentit que quelque chose venait de changer. Une bascule fragile, mais irréversible. Élodie n'était plus une simple survivante qu'il protégeait. Elle devenait une part de lui, une continuité inattendue de ce qu'il avait renié. Plus tard dans la nuit, alors qu'il croyait qu'elle dormait, elle se glissa dans le salon et s'approcha de lui. « Si tu m'avais connu avant quand j'étais là-bas, tu crois que t'aurais fait quelque chose ?» Julien mit du temps à répondre. « Je ne sais pas. À l'époque, j'étais quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, je suis sûr d'une chose. Je n'aurais jamais dû t'ignorer. » Elle se contenta d'un simple « d'accord ». Puis elle retourna se coucher. Julien resta seul, les mains jointes, le regard perdu. Il ne savait pas encore ce que cette relation allait devenir. Il ignorait s'il pouvait réparer tout ce qui avait été brisé, ni s'il était capable de construire quelque chose de durable avec autant d'écart entre eux. Mais il savait que ce passé commun, inattendu, silencieux, serait désormais la base de tout ce qui viendrait ensuite. Et que rien ne serait plus jamais comme avant. Les bâtiments en verre de Tech Global s'élevaient au-dessus du boulevard, comme des monuments d'arrogance contemporaine. Depuis l'extérieur, rien ne trahissait les fractures internes. Les employés passèrent les portiques de sécurité avec des badges brillants, les salles de réunion affichaient des calendriers pleins jusqu'à la fin de l'année, et les présentations PowerPoint défilaient comme des mantras modernes de croissance et d'innovation. Pourtant, à l'intérieur des étages supérieurs, là où les murs devenaient opaques et les mots mesurés, une tension invisible commençait à se cristalliser. Julien avait repris sa place à la direction, mais il s'était gardé de tout affrontement direct. Il savait que les pires ennemis n'étaient pas ceux qui agitaient les drapeaux de l'opposition, mais ceux qui attendaient patiemment dans l'ombre, derrière des sourires complices. Marc Delon, son associé, était devenu maître dans l'art de ce camouflage. Il proposait des idées stratégiques, dans l'intérêt de l'entreprise, encourageait Julien à prendre soin de sa santé et multipliait les rencontres informelles avec les membres du conseil d'administration. Julien observait, il notait, il laissait faire. Ce jeu d'attente était une torture pour un homme comme lui, habitué aux décisions rapides, aux mouvements tranchants. Mais il savait qu'une seule erreur de précipitation pourrait tout compromettre. Il avait appris, à ses dépens, que les vraies batailles ne se gagnent pas dans les salles de réunion, mais dans les marges. Les documents non signés, les courriels oubliés, les regards échangés quand personne ne regarde. Avec l'aide de Camille Renaud, il avait dressé un schéma détaillé des ramifications financières et relationnelles de Marc. Plusieurs entités offshore, dissimulées dans des juridictions opaques, servèrent de relais pour des transferts de fonds en provenance de groupes économiques étrangers. Ces flux d'argent, s'ils n'étaient pas illégaux en apparence, devenaient hautement suspects dès lors qu'on les reliait à certaines décisions stratégiques récentes. Recommandations de consultants,
recrutement ciblé et surtout la fameuse fusion avec le conglomérat danois. Julien comprit alors que l'empoisonnement n'était pas une tentative isolée de se débarrasser de lui. C'était l'ultime étape d'un plan orchestré depuis longtemps, où sa mort aurait libéré la dernière barrière institutionnelle à l'ambition de Marc. Mais il lui fallait plus que des soupçons, plus que des flux financiers. Il lui fallait un aveu, une trace indiscutable, une parole prononcée par l'ennemi lui-même. Il décida alors de mettre en place un piège. Il convoqua Marc à un dîner privé dans un club très fermé qu'ils fréquentaient jadis ensemble. Le lieu discret, hors des circuits classiques, permettait une surveillance technologique subtile. Julien, avec l'aide d'un ancien expert en cybersécurité de Tech Global, y fit installer un dispositif d'enregistrement audio discret, couplé à un logiciel de transcription en temps réel. Il ne s'agissait pas de provoquer une confession directe, mais de le pousser à une confidence involontaire, un mot, un nom, une allusion. Le soir venu, Julien joua un rôle qu'il n'avait jamais endossé, celui de l'homme affaibli. Il évoqua ses doutes, ses hésitations, son envie de prendre du recul. Il laissa entendre qu'il pourrait envisager une transition douce du pouvoir, à condition que les choses soient entre de bonnes mains. Marc mordit à l'hameçon. Il parla plus qu'il ne l'aurait dû. Il évoqua des opportunités stratégiques qu'il avait déjà préparées, des accords en cours de finalisation, des partenaires impatients. Puis, en fin de repas, alors que le vin faisait son œuvre, il prononça la phrase que Julien attendait. « Tu sais, il y a quelques mois, j'étais persuadé que tu ne passerais pas l'hiver. Vraiment persuadé. Et crois-moi, ça aurait arrangé pas mal de monde. » Cette phrase, anodine pour quiconque ignorait le contexte, devint le cœur de la preuve. Car prononcée dans un environnement surveillé, avec tous les éléments autour corroborant l'existence d'un mobile et d'un plan, elle suffisait à ouvrir une enquête. Julien ne réagit pas. Il sourit même, leva son verre et parla d'autre chose. Le lendemain matin, il remit la transcription complète accompagnée des documents recueillis par Camille à son avocat personnel. Il ne voulait pas seulement éliminer Marc de l'entreprise. Il voulait le confronter publiquement, devant le conseil, devant la presse, devant tous ceux qui avaient douté de lui ou profité de sa chute. Mais avant cela, il retourna voir Élodie. Elle l'attendait dans l'appartement de Claire, les jambes croisées, un livre sur les genoux. « Tu as l'air différent, dit-elle en le voyant entrer. Peut-être que je le suis. Tu as décidé ce que tu allais faire ?» Julien hocha la tête. « Oui, et je vais avoir besoin de toi pour une dernière chose. » Elle le regarda sans peur. « D'accord. Ce mot simple scella entre eux un pacte invisible. » Julien comprit alors qu'elle n'était plus seulement une enfant perdue qu'il avait pris sous son aile. Elle était devenue son ancrage, celle qui, par un geste désintéressé, avait renversé les équilibres de toute une vie. Et désormais, ensemble, ils allaient affronter la dernière ligne droite, celle où la vérité ne se contenterait plus de murmurer. Elle allait parler à voix haute. L'immeuble de Tech Global n'avait jamais semblé aussi silencieux. Ce matin-là, le hall d'entrée, d'ordinaire animé par le va-et-vient des employés, paraissait suspendu dans une tension invisible. Le conseil d'administration se réunissait dans la salle principale du dernier étage, une salle circulaire vitrée sur toute sa périphérie, qui dominait Paris comme un navire amiral sur une mer de verre et d'acier. Chaque détail de cette salle était conçu pour inspirer la puissance, la clarté, la domination. Mais aujourd'hui, cette transparence apparente cachait des intentions opaques. Julien Moreau entra en silence. Costume gris sombre, visage impassible, il avait laissé à la porte toutes les émotions. Derrière lui, Alice, son assistante de toujours, portait une mallette noire contenant les pièces d'un dossier que peu de personnes dans cette pièce soupçonnaient encore. Marc Delon était déjà là, installé à sa place habituelle, en pleine conversation avec deux membres du conseil. Il leva brièvement les yeux vers Julien, lui adressa un sourire contenu, sans chaleur. Ce sourire de façade qu'il maîtrisait parfaitement, celui qu'il arborait toujours avant une manœuvre décisive. La réunion débuta de manière protocolaire. Les premiers points de l'ordre du jour furent traités sans heurts. Chiffres de croissance, perspectives à moyen terme, lancement de nouveaux produits. Julien laissait parler, laissait défiler les présentations. Il observait, il sentait le moment approcher. Puis, à la ligne proposition de réorganisation stratégique, Marc prit la parole. Il parla longuement, évoqua les enjeux géopolitiques,
la nécessité de s'adosser à un partenaire international, la promesse d'une stabilité renforcée, la puissance que cette fusion pourrait offrir dans un monde économique instable. Il déploya des chiffres, des projections, des études commandées auprès de cabinets influents. Il fit appel à la raison, à la prudence, à l'intérêt collectif. Il ménagea Julien avec soin, évoquant son rôle historique, saluant sa vision fondatrice, tout en glissant subtilement qu'une transition était nécessaire, que le futur devait être confié à une nouvelle génération de décideurs. Lorsque Marc se tut, la salle resta silencieuse. Tous attendaient la réaction de Julien. Il se leva lentement, ajusta sa veste, puis s'avança d'un pas. « J'ai écouté, dit-il d'un ton neutre. J'ai lu vos propositions. J'ai compris vos intentions. » Il posa la main sur la mallette qu'Alice lui tendait, l'ouvrit, sortit un épais dossier qu'il déposa devant lui. « Et maintenant, permettez-moi de vous montrer ce que vous n'avez pas vu, ou peut-être avez-vous choisi de ne pas voir. » Il commença à parler. De manière méthodique, posée, il présenta les flux financiers reliant indirectement Marc à des entités offshore, les liens avec le conglomérat danois, les anomalies dans les documents d'assurance. Puis il évoqua l'incident du restaurant, sans entrer dans les détails personnels. Il décrivit les conditions de son empoisonnement, les circonstances, les zones d'ombre. Enfin, il sortit la transcription du dîner avec Marc. Ce document contient une déclaration, faite dans un cadre privé mais enregistrée légalement. Un aveu implicite mais suffisant pour ouvrir une enquête. Il lut la phrase de Marc à haute voix. Le silence dans la pièce devint presque douloureux. Certains membres du conseil baissèrent les yeux. D'autres fixaient Marc sidéré. Marc, lui, ne dit rien. Il semblait figé, comme s'il ne comprenait pas encore ce qui venait de se passer. Julien en profita pour enfoncer le clou. « Je vous ai laissé le bénéfice du doute. J'ai écouté, j'ai observé, et j'ai agi. Pas pour moi, mais pour l'avenir de cette entreprise. Vous parlez de modernité, de transparence. Voici la transparence. Nous avons été trahis de l'intérieur. Et il est de notre devoir de réparer cela, ici, maintenant. » Il se rassit. Le conseil, d'abord muet, commença à s'agiter. Des murmures, des échanges de regards. Une avocate prit la parole, exigea une vérification immédiate des preuves. Julien acquiesça. Il avait prévu cela. Camille, postée à distance, était prête à envoyer les fichiers complets. En quelques minutes, chacun reçut sur sa tablette personnelle le dossier complet, vérifié, horodaté, consolidé. Marc tenta alors de réagir. Il parla de malentendus, de stratégies d'optimisation fiscale, de propos sortis de leur contexte, mais sa voix n'avait plus la même assurance. Elle tremblait. Les membres du conseil ne le regardaient plus comme un visionnaire. Ils voyaient un homme acculé, piégé par sa propre arrogance. La réunion fut suspendue. 2 heures plus tard, la décision tomba. Marc Delon était démis de toutes ses fonctions. Une plainte formelle allait être déposée. Les médias furent informés dans la foulée. En quelques heures, la nouvelle se répandit. Tech Global avait évité de justesse une prise de contrôle frauduleuse. Julien Moreau avait survécu à un attentat silencieux et retourné la situation avec une précision implacable. Mais ce ne fut pas la presse qui intéressa le plus Julien ce soir-là. Ce ne furent ni les félicitations, ni les appels de soutien. C'était le visage d'Élodie, qu'il retrouva dans le salon de Claire, assise sur le même canapé, les genoux repliés contre la poitrine. Il s'assit à côté d'elle en silence. Après quelques minutes, elle demanda « C'est fini ?»« Oui, il ne peut plus nous nuire. » Elle ne répondit pas, mais il vit dans son regard une lueur différente, moins de peur, moins de fuite. Elle se rapprocha de lui, posa sa tête contre son épaule. Il resta immobile, respectueux de ce geste rare. « Tu vas retourner à ton monde maintenant ?» demanda-t-elle. Il regarda devant lui, vers la fenêtre. « Je crois que mon monde a changé, et que tu en fais partie maintenant. » Elle ne dit rien, mais cette fois elle ne détourna pas les yeux. Elle resta là, contre lui, à écouter le silence comme s'il contenait enfin quelque chose de sûr. Le tumulte médiatique qui suivit l'éviction de Marc Delon fut à la fois violent et éphémère, comme souvent dans les cercles où la fortune côtoie le scandale. Pendant plusieurs jours, les gros titres firent leur pain quotidien de l'affaire Tech Global. On évoquait un empoisonnement orchestré, une tentative de prise de pouvoir illégale, des jeux de pouvoir dans les hautes sphères du monde technologique. Julien, sollicité par toutes les chaînes et journaux, refusa toute interview.
Il laissa ses avocats gérer la communication officielle et resta volontairement en retrait. Pour lui, l'important n'était plus là. Depuis la révélation publique, il passait la majorité de son temps dans l'appartement de Claire, parfois même plusieurs jours d'affilée. Il avait fait installer un bureau discret dans une pièce voisine, d'où il pouvait continuer à superviser Tech Global à distance, mais il refusait désormais de consacrer plus que quelques heures par jour aux affaires. Le reste de son temps, il le consacrait à Élodie. Elle s'adaptait lentement à ce nouveau monde, sans mur gris, sans repas volés, sans peur de la prochaine nuit. Mais Julien savait que cette transition ne pouvait pas être brutale. Élodie n'était pas une enfant ordinaire, et lui n'était pas un père improvisé. Ils vivaient tous deux dans une zone de transition, faite de silence partagé et d'ajustements discrets. Il ne cherchait pas à la changer, à lui imposer des règles qu'elle ne comprendrait pas encore. Il observait, proposait, attendait. Un jour, il lui parla d'un projet, pas un projet commercial, ni une entreprise, mais une fondation. Il voulait créer un organisme indépendant, autonome, qui aurait pour mission d'identifier, protéger et accompagner les enfants des rues de Paris. Il ne voulait pas faire de l'assistance ponctuelle, ni distribuer de simples repas. Il voulait créer des lieux de transition dignes, avec un accompagnement psychologique, éducatif, une structure qui respecterait leur rythme et leur volonté. Élodie l'écouta sans l'interrompre. Lorsqu'il eut fini, elle demanda « Tu veux faire ça pour moi ?» Il répondit sans hésiter « Pour toi et pour ceux que tu connais, ceux qu'on ne voit pas, ceux qu'on a oubliés. » Elle réfléchit longuement, puis dit « Alors tu dois le faire bien. » Julien esquissa un sourire. « C'est ce que je compte faire. » Le projet débuta immédiatement. Il mobilisa d'anciens contacts, des spécialistes du secteur social, des éducateurs de rue, des psychologues. Il acheta un vieux bâtiment désaffecté dans le 19e arrondissement, un ancien centre culturel que la mairie voulait transformer en entrepôt. Il le fit rénover en silence, sans annonce, sans fanfare. Lorsqu'on lui demanda le nom de la fondation, il répondit simplement « Fondation Saint-Clément ». Élodie ne réagit pas lorsqu'il lui annonça ce nom. Mais le soir même, Julien la trouva dans la petite chambre qu'elle occupait en train de dessiner le vieux portail de l'orphelinat où elle avait grandi. Il comprit, sans qu'elle le dise, qu'elle avait accepté ce lien. Au fil des semaines, leur relation se transforma. Julien cessa de penser en termes de dette ou de gratitude. Il ne voyait plus en Élodie la fille qu'il avait sauvée, mais simplement une personne à part entière, complexe, pleine de doutes et d'intuitions, capable de lucidité comme de colère, souvent silencieuse, parfois farouche. Il découvrit qu'elle avait une mémoire photographique, une passion pour les chiffres, un sens de l'observation aiguë. Il la surprit un jour en train de décrypter un article de presse économique et de poser des questions précises sur les taux de croissance. « Tu comprends tout ça ?» lui avait-il demandé, étonné. « Je retiens ce que je lis, mais je ne comprends pas encore tout. Et tu veux comprendre ? Si ça peut servir, oui. » Cette réponse, d'une simplicité désarmante, devint pour Julien une boussole. Il décida de lui proposer un accompagnement personnalisé, pas une scolarisation classique trop rigide pour son histoire, mais une forme d'apprentissage souple avec un mentor bienveillant. Claire, qui avait observé leur transformation avec une tendresse distante, accepta de superviser ce programme. Elle engagea une jeune professeure indépendante, spécialisée dans la pédagogie alternative, qui comprit rapidement que l'intelligence d'Élodie ne demandait qu'à éclore. Les progrès furent rapides, pas spectaculaires, mais solides. Élodie commençait à formuler des projets. Elle dessinait des plans de lieux d'accueil pour enfants, notait des idées d'organisation, interrogeait les bénévoles de la fondation. Elle ne cherchait pas à se faire remarquer. Elle cherchait à comprendre le monde qu'il avait autrefois rejeté. Julien, de son côté, modifiait lui aussi sa manière d'exister. Il déléguait davantage, refusait les voyages inutiles, supprimait les réunions superflues. Il redécouvrait Paris à travers les yeux d'Élodie. Ils allaient au marché ensemble, visitaient des musées, flânaient sur les quais. Parfois, elle s'arrêtait devant un coin de rue, un banc, une bouche de métro, et disait simplement « Là, je dormais, quand il faisait chaud. » Julien ne posait pas de questions, il écoutait. Un soir d'automne, alors qu'ils rentrèrent d'une promenade, Élodie lui demanda « Tu crois que les gens peuvent vraiment changer ?» Il s'arrêta, réfléchit, puis répondit « Je ne sais pas s'ils changent complètement, mais je crois qu'ils peuvent apprendre et devenir plus justes.
Elle sembla satisfaite. Alors, on apprend tous les deux. Il ne répondit pas. Il se contenta de marcher à ses côtés, en silence, sentant que chaque pas dans cette rue, chaque parole partagée, chaque instant de calme était une forme de réparation. Ce n'était pas encore une famille, pas tout à fait, mais c'était un début, un espace de reconstruction, de lente confiance, d'humanité retrouvée. Et cela suffisait, pour l'instant. L'hiver s'était installé sur Paris, avec ses lumières pâles, ses matins humides et ses fins d'après-midi précoces. Le canal Saint-Martin s'était figé dans une léthargie silencieuse. Les passants marchaient d'un pas rapide, les épaules haussées contre le vent. Mais dans un appartement du 10e arrondissement, à quelques rues de là, un événement discret, presque intime, allait bouleverser la trajectoire d'une vie, peut-être deux. Julien était debout devant la fenêtre, une tasse de thé entre les mains observant la ville. Il pensait aux mois écoulés, à la métamorphose silencieuse qui s'était opérée, non pas spectaculaire, ni orchestrée, une mue lente, douloureuse parfois, mais essentielle. Il avait vu son monde se fissurer puis se redéfinir. La trahison, la peur, la solitude, puis l'improbable surgissement d'une voix venue d'ailleurs. Et cette voix avait changé le cours de tout. Derrière lui, Élodie dessinait sur la table basse. Des bâtiments, des silhouettes d'enfants, des arbres, des ponts. Ces dessins n'étaient pas naïfs. Ils étaient structurés, clairs, presque techniques. Ils racontaient une vision. Julien les regardait de plus en plus souvent avec admiration. Et un jour, il comprit ce qu'il devait faire. Ce fut une décision longue à formuler, mais rapide à ressentir. Il n'en parla d'abord à personne, pas même à Claire, ni à Alice, ni à Camille. Il commença par consulter un avocat spécialisé en droit de la famille. Il expliqua la situation avec précision, sans embellissement. Il parla d'Élodie, de son histoire, de leurs liens. L'avocat lui répondit avec prudence. Il existait des procédures, mais elles seraient longues. La loi ne reconnaissait pas facilement une adoption dans de telles circonstances. L'absence d'un cadre familial traditionnel, le passé irrégulier d'Élodie, le profil public de Julien, tout cela constituait des obstacles. Julien hocha la tête. Il n'était pas surpris, mais il était décidé. Il engagea une démarche officielle. Il fit certifier ses capacités d'accueil, présenta ses revenus, ses antécédents judiciaires vierges, ses engagements philanthropiques. Il mit en place une cellule d'accompagnement avec une psychologue pour enfants, rédigea une lettre manuscrite expliquant ses motivations. Il ne fit jamais allusion à sa fortune ni à son statut. Il parla uniquement d'Élodie, de ce qu'elle avait provoqué en lui, de ce qu'elle représentait désormais. Quand le moment fut venu de lui en parler, il le fit simplement. Ils étaient dans un jardin du 16e arrondissement. Le ciel était couvert, mais l'air plus doux. Il s'était installé sur un banc. Élodie mangeait une clémentine, les doigts couverts de jus. Julien, les mains croisées, la regardait. « Il y a quelque chose que je voudrais te proposer, » dit-il. Elle le fixa, attentive. « Je sais que tu es bien ici. Je sais aussi que tu n'as pas besoin qu'on te dise quoi faire. Mais j'ai fait une démarche. Si tu es d'accord, je voudrais qu'on fasse les choses officiellement. » Elle fronça les sourcils. « Officiellement ? Je veux t'adopter. » Le mot flotta dans l'air un instant. Elle le répéta plus bas. « M'adopter ?» Il hocha la tête. « Pas pour te changer, pas pour t'enfermer, juste pour te dire, légalement, que tu es chez toi, que tu peux rester, que personne ne pourra jamais te reprendre ce droit. » Elle resta immobile. Puis elle se leva du banc, fit quelques pas, les bras croisés. Julien n'essaya pas de la retenir. Elle marchait en cercle, comme pour fuir l'émotion qui montait. Puis elle revint lentement, s'arrêta devant lui. « Et si je dis non ? Alors rien ne change. Tu restes ici tant que tu veux. Je ne te forcerai jamais. » Elle le regarda longuement. Puis elle s'assit à côté de lui, sans parler. Il sentit son épaule frôler la sienne. C'était une réponse. Quelques semaines plus tard, une cérémonie discrète fut organisée. Pas dans un tribunal, mais dans une salle annexe de la mairie, à la demande de Julien. Il avait refusé toute presse, toute photo officielle. Il n'y avait que Claire, Alice, Camille et 2 représentants de la justice. L'officier lut l'acte d'adoption dans un silence recueilli. Julien signa le document. Puis Élodie, sans qu'on ne le lui demande, s'approcha de la table et saisit le stylo. Elle écrivit son prénom lentement, ligne par ligne, comme un serment. Il n'y eut pas de discours, pas de champagne, juste une étreinte discrète entre elle et Julien.
Et dans cette étreinte, toute la violence de leurs histoires respectives semblait s'effacer un instant. Les mois suivants furent faits de détails. Élodie intégra une école alternative avec un programme souple. Elle participa activement au développement de la Fondation Saint-Clément, assista à des réunions, proposa des idées. Julien, de son côté, poursuivit son retrait progressif des fonctions exécutives de Tech Global. Il resta président du conseil, mais consacra désormais l'essentiel de son temps à des projets éducatifs, à la gouvernance de la Fondation et à sa vie nouvelle. Ce qui avait commencé comme une menace, une nuit dans un restaurant de luxe, s'était transformé en renaissance. La tentative d'assassinat avait révélé bien plus qu'un traître. Elle avait mis en lumière une faille dans l'âme d'un homme puissant, une faille comblée, non par vengeance ou réussite, mais par la présence inattendue d'une enfant invisible. Un jour, alors qu'ils regardaient ensemble un reportage sur les anciens lieux de vie de la rue, Élodie demanda « Tu crois que si je n'étais pas entré ce soir-là, tu serais encore en vie ?» Julien répondit sans détour « Non, mais même si j'avais survécu, je crois que je n'aurais plus su pourquoi. » Elle acquiesça puis ajouta « Alors tu m'as adopté pour te sauver aussi. » Il sourit. Peut-être que c'est exactement ça. Et le silence qui suivit ne fut pas vide. Il fut plein. Plein de cette certitude discrète que certaines rencontres ne relèvent ni du hasard ni du mérite. Elles sont juste ce que le monde a de plus rare, une seconde chance.